Bonjour, je vous propose dans cette vidéo le premier chapitre du cours mécanique des sols 1, à savoir identification et classification des sols. À noter que pour obtenir le polycopier de ce chapitre, vous pouvez visiter geosympro.tech, rubrique article. Le sommaire du chapitre est le suivant: une introduction, on parlera de l'origine et de la constitution d'un sol, les types de sols, leur structure et leur identification. Cette partie-là comporte notamment des paramètres physiques, leur détermination, la granulométrie et les essais spécifiques à une catégorie de sol. Pour finir par la classification des sols et une conclusion. À titre d'assimilation, un exercice d'application est proposé. À partir de l'observation visuelle, lorsqu'on est sur la surface de la Terre, un sol est un milieu qui est composé de grains, de particules, d'un fluide, notamment de l'eau, et de gaz. C'est-à-dire que le sol, en général, c'est un milieu qui est composé de grains minéraux, de l'eau et de l'air. Donc le sol, c'est un milieu poreux et hétérogène, parce qu'il peut contenir d'autres déchets, en plus des trois phases. L'origine d'un sol. En général, un sol résulte de la désagrégation ou l'altération des roches. À titre d'exemple, c'est-à-dire si on parle d'une roche éruptive, on peut parler d'un sol d'origine éruptive, qui provient d'une roche éruptive. Ou, si c'est un dépôt sédimentaire, donc il provient d'une roche sédimentaire. Et ce, à partir des facteurs climatiques qui constituent la transformation en question de la roche. On va passer chacune des phases. Donc le squelette solide, nous allons prendre deux exemples de sols très connus, les sables et les argiles. On va commencer par les argiles. Ici, on présente deux échantillons de marne. Donc la marne, c'est une roche sédimentaire tendre, qui est composée de calcaire et d'argile, entre 40 et 60%, et elle a une texture de plaque, c'est-à-dire la forme de la roche se montre comme des plaques empilées les unes sur les autres. Et la couleur, elle est variable, marron ou vert. Lorsqu'on parle de sable, alors les grains de silice, c'est on va dire, l'élément le plus présent pour les sables, donc rond, les grains sont ronds, et leur dimension, elle est dans cet intervalle, 6 centièmes de millimètre jusqu'à 2 mm. Il est à noter qu'entre les particules, il n'y a pas de liaison, ce qui fait que le sable, c'est un sol qui est propice au transport. Donc on voit ici de la région de Clermont en Tunisie, plusieurs types de sable qui varient par la couleur et bien sûr la granulométrie. Donc, les grains qui correspondent au squelette solide ont des dimensions variées, ont des formes variées, et leur arrangement et leur couleur sont importants. Donc, ça c'est relatif à la phase squelette solide, c'est-à-dire les grains, ou on peut dire également particules. Parce qu'on va évoquer l'eau, donc ici on montre, on peut dire 3 cas. On a un sol grenu composé de grains, mais il est saturé d'eau. Tous les vides entre les grains sont remplis par l'eau libre. Donc, c'est un état bien particulier sur lequel on reviendra. Mais on peut avoir un sol grenu humide, c'est-à-dire qu'on a de l'eau essentiellement entre les points de contact, ce qu'on appelle les ménisques d'eau, mais entre les particules, il y a de l'air et la vapeur d'eau éventuellement. Alors, dans un troisième cas, on va avoir un sol fin, saturé, par exemple, la particule d'argile. Alors, ici, dans ce cas-là, en plus de l'eau libre que l'on connaît couramment, il y a l'eau absorbée.
Alors la différence, c'est que l'eau libre, on sait qu'elle s'évapore à la température environ de 100 degrés, mais l'eau adsorbée, elle est liée à la particule, et la particule a une dimension inférieure à 2 microns. Donc la différence, c'est que son évaporation, contrairement à l'eau libre, elle a lieu environ à 300 degrés Celsius. Et cette eau adsorbée, son origine, donc, c'est l'eau libre, mais il faut voir le chapitre structure des sols fins pour voir comment est constituée ou se forme l'eau adsorbée à partir de l'eau libre. Donc, pour parler des types de sols, la première caractéristique qu'on introduit, c'est la dimension d'un grain. Et plus précisément, c'est la plus grande dimension du grain qu'on considère. Alors, dans tout le cours de mécanique des sols, il va y avoir une séparation entre deux grandes catégories de sols, les sols grenus ou pulvérulents, et ce sont les sols pour lesquels les dimensions des grains sont toutes en majorité supérieures à 80 microns. Alors, les sables, les graviers et les cailloux, ce sont les exemples types des sols grenus. Il faut noter qu'il n'y a pas de liaison entre les grains de cette catégorie de sols. Alors que pour les sols fins, c'est l'inverse, ou l'opposé, c'est que lorsque la dimension des grains ou des particules est inférieure à 80 microns, mais le plus important lorsqu'on parle d'argile et de limon, c'est qu'il y a des liaisons entre les particules, contrairement aux sols pulvérulents. Bon, dans la nature, ou les sols naturels, sont en général composés d'une fraction de sols fins et d'une fraction de sols grenus. Donc, c'est une granulométrie intermédiaire entre les sols fins et les sols grenus. À noter que, dans le cas des sols fins, on peut avoir des sols dits organiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent des débris d'origine végétale ou animale. Le cas le plus important pour la Tunisie, ou le plus connu, c'est la base de Tunis, qui est un sol fin qui est saturé d'eau, mais il comporte des débris animaux, ce qu'on appelle les coquillages. Alors, dans d'autres pays, on parle de tourbe, c'est des sols organiques dans lesquels on trouve des débris végétaux. Donc, pour commencer l'identification d'un sol, donc il faut bien insister sur le fait qu'elle comporte 3 étapes. Donc, on fait cette identification sur des échantillons prélevés du sol, dits intacts ou remaniés. Dans la première étape, il faut déterminer les paramètres physiques. Dans la deuxième étape, il faut déterminer la granulométrie du sol. Et dans la troisième étape, on fait des essais qui sont spécifiques à une catégorie de sol, soit grenu, soit fin. Donc ici, on montre ce qu'on appelle le résultat d'un sondage carotté dans un sol. Donc là, nous avons un sondage qui va jusqu'à 20 mètres depuis la surface du sol. Et on voit que chaque mètre de sol prélevé est mis dans une caisse à carottes lorsque la profondeur augmente. Chaque caisse, elle correspond à 5 mètres. Donc 5 fois 4, ça fait 20. Alors, on fait un zoom pour mieux dire la chose suivante. Par exemple, à cet endroit-là, on voit qu'il n'y a pas l'échantillon de sol. Alors, l'échantillon de sol a été prélevé d'une manière intacte à une certaine profondeur. Et là, on voit les prélèvements, le lieu de prélèvement, les profondeurs de prélèvement d'échantillons intacts, pris en général dans un tube en PVC ou dans ce qu'on appelle un carottier Shelby, c'est-à-dire c'est un cylindre métallique dans lequel on prend le sol pour faire des essais au laboratoire. Alors, les paramètres physiques des sols se déterminent à partir de ce qu'on appelle le diagramme des phases, c'est-à-dire, sachant que le sol est composé de 3 phases, solide, eau, air. Pour chaque phase, on va introduire le poids, WS, poids des grains solides, le poids de l'eau, WW, et le poids de l'air. À noter que le poids de l'air, comparé au reste du poids du sol, il est négligeable. Alors que pour parler de vide, pour parler de volume, le volume, il est composé, on va dire, de 2 fractions. Les vides, tout ce qui n'est pas gras, et les solides. Mais les vides, c'est la somme
du volume de l'air et du volume de l'eau. Donc, on peut écrire les équations simples. Le poids total, c'est le poids des grains solides plus celui de l'eau. Le volume total, c'est celui des vide plus celui des grains solides. Mais le volume du vide lui-même est la somme du volume de l'eau plus le volume de l'air. Alors, on introduit avant tout des paramètres dimensionnels, c'est-à-dire qui ont une dimension, le poids volumique. Donc, le poids volumique, c'est le rapport entre le poids de l'échantillon du sol sur son volume, on le note gamma. On peut dire que c'est le poids volumique total, parce que le poids et le volume sont totaux, mais on peut dire que c'est le poids volumique apparent ou humide, dépendamment du sol. Ici, on donne des marges très typiques pour, par exemple, les sables. Le poids volumique total, il varie de 17 à 20 kN par mètre cube. L'argile peut varier son poids volumique 16 kN, par exemple la base de Tunis, jusqu'à 20, on peut dire une argile raide. Ensuite, on introduit le poids volumique des grains solides, c'est-à-dire le rapport du poids des grains solides sur le volume des grains solides pour déterminer gamma S, qui en général se trouve dans la marge 26 à 27 kN par mètre cube. On introduit quelque chose qu'on connaît, le poids volumique de l'eau. Le poids volumique, c'est la masse volumique multipliée par G, accélération de la pesanteur. Donc on aura 10 kN par mètre cube, c'est quelque chose de connu. Par la suite, on introduit également le poids volumique du sol sec, c'est-à-dire le poids du sol sec, ou des grains, divisé par le volume total. Pour les sables, donc il est dans cet ordre-là, pour les argiles dans cet ordre-là, on va comprendre la différence de gamma D par rapport à gamma. Dernier poids volumique intéressant qu'on introduit, c'est ce qu'on appelle le poids du sol déjaugé. C'est le poids volumique total moins le poids volumique de l'eau dans une condition très particulière, lorsque le sol est saturé d'eau. C'est pour cela qu'on ajoute l'indice SAT, c'est-à-dire le sol doit être saturé, tous les vides sont remplis d'eau. Dans ce cas-là, le poids volumique total dit gamma SAT, ou noté gamma SAT, moins le poids volumique de l'eau donne le poids volumique du sol déjaugé gamma prime. On introduit également des paramètres sans dimension pour dire dans quel état se trouve le sol. En premier lieu, l'indice des vides. C'est le volume des vides sur le volume des grains solides. Alors, il faut bien saisir que ce paramètre peut être supérieur à 1, c'est possible, parce que les vides comportent l'eau et l'air, et on peut avoir le volume des vides supérieur à celui des grains pour certains sols. La porosité, un paramètre d'usage très peu, on va dire, utilisé en mécanique des sols, la porosité, volume des vides sur le volume total, mais ce paramètre est important. La teneur en eau, notée oméga, petit w, c'est le poids de l'eau sur le poids des grains solides qu'on multiplie par 100. Alors, la teneur en eau d'un sol peut être supérieure à 100%, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sol où le poids de l'eau est supérieur à celui des grains. On introduit en dernier lieu un paramètre dit degré de saturation, c'est celui qui va nous préciser quand est-ce que le sol est saturé. Bien sûr, le sol, on a dit, il est saturé lorsque tous les vides sont remplis de l'eau. Donc le volume de l'eau, il est égal au volume des vides. Donc l'eau ne peut pas occuper plus de volume que celui des vides. Dans ce cas, le sol il est saturé. Mais le volume de l'eau peut être supérieur, bien sûr, au volume des vides s'il y a de l'air. Alors dans ce cas-là, on va dire que le sol il est non saturé, parce que SR est inférieur à 100%. Mais il y a un cas particulier, très simple, le sol est sec. Si le sol est sec, le volume de l'eau est égal à 0, donc SR est égal à 0. Et en dernier lieu, je vais dire un paramètre complémentaire, c'est le gamma S, le poids volumique du grain solide qu'on introduit, divisé par le poids volumique de l'eau. Donc ça fait GS, gravité spécifique, entre 2,6 et 2,7. Alors, il faut très bien, on va dire, préciser que tous ces paramètres-là possèdent des relations, et ces relations-là sont faciles à déterminer, et vous pouvez bien sûr voir ça dans l'exercice, ou même c'est bien détaillé dans le polycopie du chapitre 1 dont je vous ai parlé. Donc, ça veut dire que nous avons plusieurs paramètres, mais en pratique, pour identifier ou pour déterminer les paramètres physiques, il suffit de connaître au plus 3 paramètres. Le plus simple, c'est le poids volumique total, la teneur en eau et GS, la gravité spécifique,
ou le poids volumique du grain solide, ou SR, pour déduire les autres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres, mais au fait, si on a 3, on peut déterminer le reste. Alors nous passons à la deuxième phase, la deuxième étape de l'identification, c'est la granulométrie d'un sol. Quel est son but? C'est de déterminer la répartition du pourcentage en poids de masse en fonction de la dimension des particules d'un échantillon de sol. Donc on va prendre un échantillon de sol qui comporte bien sûr des grains de dimensions variées et on va faire une sorte d'analyse pour obtenir une courbe qui va nous permettre de prédire des propriétés importantes pour les applications pratiques, telles que le compactage ou le drainage. Et cette courbe granulométrique, elle nous permet donc de prédire ces propriétés-là, c'est important pour la pratique. Alors, nous avons vu qu'il y a deux types de sols, les sols grenus et les sols fins. Alors, pour les sols grenus, on fait ce qu'on appelle le procédé de tamisage. Pour les sols fins, on fait un autre procédé, la sédimentométrie. Bien sûr, c'est des choses que vous pouvez voir en détail dans les travaux pratiques. Mais ici, on va juste dire le principe. Donc, un sol grenu, on va utiliser le tamisage qui consiste à prendre un échantillon de sol, on va dire de poids initial, ici en pointillé, et on va avoir une colonne de tamis. Un tamis, c'est, on va dire, un outil dont la base est, comme vous voyez, constituée comme une sorte de grillage avec des ouvertures carrées de dimension, bien sûr, données. Par exemple, on peut avoir le tamis de 5 mm ou d'ouverture 5 mm. Donc ici, cette dimension, c'est 5 mm, jusqu'à le tamis d'ouverture 0,1 mm. Bien sûr, ça se termine par un fond qui ne laisse pas passer le sol. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on est très proche, 0,1 mm de 80 microns, qui est la barrière entre le sol grenu et les sols fins. Donc, le principe, c'est de déterminer pour chaque tamis le refus. Le refus, c'est la masse ou le poids du sol qui est retenu par le tamis. Mais il faut bien préciser une chose, c'est que pour le tamis d'ouverture 2 mm, le refus, bien sûr, le refus, c'est, on va parler plutôt de tamisage. Toutes ces masses, on va dire, ont pu passer par le tamis de 2 mm. Donc il faut faire la somme. Tout ce qui ne passe pas par le tamis de 2 mm, c'est le reste, pour avoir 100% de la masse. Donc, on parle de refus et de tamisant. Donc, pour compléter l'analyse granulométrique, si on a un sol intermédiaire qui comporte une fraction de sol fin, donc il faut prendre cette fraction qui est inférieure à 80 micromètres, petite faute ici, 80 micromètres, d'accord? Et on va utiliser ou faire ce qu'on appelle le procédé de sédimentométrie, dont le principe repose sur la loi de Stokes. C'est de mesurer la vitesse de décantation des particules du sol qui sont supposées sphériques, bien sûr qui sont en suspension dans le liquide au repos, en fonction de leur diamètre. Plus précisément, à différents instants, on mesure la densité de la suspension, composée de l'eau et des particules à divers instants. Bien sûr, sachant que les particules qui ont le plus grand diamètre sédimentent le plus rapidement, donc à différents instants, on va avoir moins de particules dans la solution. Là, on mesure, la densité va diminuer. Et bien sûr, les détails, vous les trouvez dans les travaux pratiques. Donc, l'essentiel, c'est que nous traçons une courbe granulométrique qui donne la répartition des tamis accumulés en pourcents, vous voyez 0 jusqu'à 100%, en fonction de la dimension des particules. À noter que dans cette représentation, on a des dimensions qui sont décroissantes, c'est-à-dire lorsque on va parler de cailloux, bien sûr la dimension des grands est beaucoup plus grande que celle des graviers, qui eux-mêmes ont une dimension qui est supérieure à ceux des sables, les limons et les argiles. Alors, à partir de cette courbe, on va déterminer des dimensions bien précises. Ce que je dis, par exemple, on va déterminer ici D60. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la dimension, c'est une dimension qui est obtenue en traçant l'horizontale de 60%. Lorsqu'on est sur la courbe, on va tracer la verticale et déterminer cette dimension. Ça, c'est D60.
De la même manière, on détermine des 10, c'est-à-dire en passant de 10%, et on détermine des 30. Alors, pour déterminer deux paramètres importants, à partir de la courbe, le coefficient d'uniformité, des 60 sur des 10, et le coefficient de courbure, qui est donné par cette formule. L'essentiel, c'est que ces deux paramètres peuvent nous dire la chose suivante. La granulométrie peut être pour un sol, on va dire, uniforme, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un fuseau relativement serré, c'est le cas de cette courbe. Le contraire, elle va être étalée, c'est-à-dire elle va correspondre à, on va dire, une marge de dimension relativement importante. Donc, selon la valeur de ce coefficient d'uniformité, comme vous le voyez ici. Alors que le deuxième coefficient, de courbure, va nous dire si la granulométrie est continue, c'est le cas de cette courbe, c'est-à-dire, on va dire, elle est continue, on va dire sans cassure, c'est le cas de la deuxième figure, que cette courbe n'est pas continue, elle est plutôt discontinue. On va dire que le sol, dans le premier cas, s'il est continu, le sol est bien gradué. Si c'est le contraire, il va être mal gradué. Donc, il reste la troisième étape, les essais spécifiques à une catégorie de sol. Ce sont des essais ciblés qu'on fait sur les sols grenouilles ou sur les sols fins. Leur objectif, c'est introduire un paramètre qui aide à une meilleure compréhension du comportement du sol vis-à-vis d'une situation ou d'une condition. C'est la définition générale. Par exemple, la présence de l'eau. Alors, pour les sables, on fait un essai qui s'appelle l'essai de densité relative. Pour les sols fins, on fait un essai très populaire, limite de terre d'œuf. Et on peut, bien sûr, pour les sols organiques, faire ce qu'on appelle la teneur en matière organique.